Le CPIA, c'est l'anglicisme, évaluation des politiques et des institutions nationales. Nous devions en français dire EPI, évaluation des politiques et des institutions. Cet exercice consiste de façon annuelle à évaluer la qualité des politiques macroéconomiques et structurelles prises par les pays, c'est-à-dire évaluer les décisions prises par les gouvernements pour gérer l'économie de façon à ce que cela produise la croissance et certainement réduire la pauvreté. Donc cet exercice utilise un certain nombre d'indicateurs que nos économistes définissent pour justement saisir ces changements, saisir ces nuances qui nous permettent de savoir si un gouvernement est en train de faire un bon travail sur le plan de la politique économique ou pas. Voilà, en deux mots simples, ce que c'est que cet exercice. On a 16 indicateurs. Et ces indicateurs sont regroupés en 4 catégories, dont la gestion macroéconomique, dont la gestion des politiques sociales et d'inclusion, les politiques structurelles telles que le marché du travail et la gouvernance. La gouvernance qui prend un poids extrêmement important dans la pondération de cet indice, parce que nous pensons que quand il n'y a pas de bonne gouvernance dans un pays, quand la qualité des institutions publiques n'est pas suffisamment forte pour pouvoir mettre en œuvre les politiques, on n'aura pas de bons résultats, même si les autres politiques macroéconomiques sont bonnes. Et en fait, quand il n'y a pas de bonne gouvernance, cela affecte aussi les autres aspects de la vie économique. Donc voilà pourquoi cet indicateur est très important et nous sommes très heureux d'avoir eu des échanges très fructueux avec tous les participants des 5 pays couverts par cet exercice en Afrique de l'Ouest qui étaient invités pour ce lancement à Abidjan et notamment avec le gouvernement en Côte d'Ivoire qui est très très engagé à travailler avec nous pour nous assurer que les progrès réalisés dans le passé puissent être captés et permettre à la Côte d'Ivoire d'atteindre un score encore plus élevé dans le futur. Vous êtes certainement d'avis avec nous qu'aujourd'hui la Côte d'Ivoire enregistre d'excellents résultats au niveau économique et nous en voulons pour preuve la croissance économique qui se chiffre autour de 9% depuis près de 3 ans. Oui. Mais aujourd'hui, la problématique qui se pose, c'est que cette croissance n'est pas inclusive. La population ne la ressent pas. Quels sont les leviers sur lesquels devraient travailler les gouvernants pour que cette croissance soit inclusive et que la population la ressente réellement? Vous savez, j'aime me référer à beaucoup aux pays d'Asie du Sud-Est, qui sont l'expérience la plus vivace des 50 dernières années, où des pays sont partis de pays pauvres à pays moyennement riches, sinon pays riches, comme Singapour, comme la Malaisie, la Thaïlande. J'aime me référer à ces pays parce que, en regardant leurs sources de croissance, vous pouvez en fait comprendre mieux comment on peut atteindre la croissance inclusive. Et ces pays qui ont cru de façon constante à plus de 10% par an sur près de 20 ans, et qui ont en même temps réduit la pauvreté au point où des pays comme la Malaisie, la pauvreté a été éradiquée. Ces pays, quand vous regardez leurs sources de croissance, vous vous rendez compte que c'est des pays qui ont eu un essor dans le secteur manufacturier qui a créé énormément d'emplois productifs. Ces pays ont créé des environnements d'investissement qui ont attiré des entreprises étrangères et qui ont permis le développement du secteur privé local pour créer suffisamment d'emplois pour que des jeunes et des moins jeunes et surtout des populations rurales quittent les villages pour aller travailler dans ces entreprises en ville et ont mis des politiques pour accroître la productivité du secteur agricole pour nourrir ces villes et pour nourrir les populations. Donc voilà un peu la recette que ces pays ont appliquée. Et quand vous regardez la croissance dans nos pays, elle n'est malheureusement pas du même type. Les sources de croissance, au moins pour les 10 dernières années en Afrique, étaient plutôt tirées par les matières premières. Beaucoup de pays pétroliers ont connu des taux de croissance impressionnants, mais avec la baisse des cours de ces matières premières, on enregistre des taux de croissance extrêmement faibles. D'ailleurs, nos projections montrent que l'Afrique, en moyenne, va croître autour de 2,5% seulement en 2016, alors que nous avions des projections qui nous plaçaient à près de 3,2% encore en janvier. Donc, il y a un choc énorme. La croissance inclusive est une croissance qui est tirée par des secteurs générateurs d'emplois. L'inclusion passe par la création d'emplois. Donc,
Il faut que les pays travaillent pour créer des environnements pour l'éclosion de l'entrepreneuriat et l'investissement privé. Le Brexit s'est passé il y a quelques jours, dont il est encore trop tôt pour parler d'impact, et nous sommes en train de travailler avec les pays africains pour monitorer la situation, et nous reviendrons certainement avec une évaluation plus sérieuse quand nous pourrions le faire. Mais pour le moment, je crois qu'il est assez tôt pour parler d'impact, et la majorité des points qu'on peut faire tient purement de la spéculation. On constate que certains pays africains font des levées de fonds sur les marchés internationaux, notamment les eurobonds. Est-ce que cette crise anti-griffe en Europe, au niveau de l'Union européenne, ne va pas impacter ces velléités-là de recherche de fonds, notamment la Côte d'Ivoire qui a la recherche de 30 000 milliards pour le financement de son BND? Une fois de plus, je crois qu'il est très tôt pour parler de ces implications de façon certaine, parce que tout dépendra de ce qui se passe en Europe. On a eu des mouvements sur les marchés, mais franchement, c'est assez tôt pour en parler. Je crois que ce qui est le plus important, sur lequel il faut se focaliser, c'est la diversification des économies africaines. La diversification des économies qui implique non seulement la diversification des produits, mais la diversification des débouchés et la diversification même des sources de la croissance. Voilà le problème le plus important, et je crois que ça, c'est ce sur quoi il faut se concentrer. C'est ce que nous travaillons, ce que nous faisons avec les gouvernements, et nous travaillons pour aider les pays qui veulent diversifier leurs sources de croissance. Vous avez indiqué que l'une des solutions pour résoudre la question de la durabilité ou de l'inclusivité de l'économie africaine, c'est l'entrepreneuriat. Or, nous savons aujourd'hui que dans nos pays, le taux de bancarisation est très faible. En Côte d'Ivoire, il est situé autour de 15 et 17%. Vous pensez que c'est réalisable, avec un taux de bancarisation aussi faible, de pouvoir permettre la promotion de l'entrepreneuriat? Oui, c'est intéressant que vous liez l'entrepreneuriat directement au taux de bancarisation. Je ne suis pas si sûr que le problème de l'entrepreneuriat soit uniquement un problème de financement. Il y a plusieurs dimensions qu'il faut voir lorsqu'on parle d'entrepreneuriat. La première dimension, c'est de se dire, est-ce que l'entrepreneur potentiel a un climat des affaires qui lui soit propice? Quel est le degré de corruption? Quel est le degré de barrières administratives qui se mettent sur sa voie pour qu'il crée son entreprise? Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est de se dire, est-ce que l'entrepreneur potentiel a des données qui lui permettent d'écrire un plan pour son affaire qui soit bancable? Et dans beaucoup de cas, la réponse à cette question est négative. Nous n'avons pas suffisamment de données pour permettre à un jeune entrepreneur ou un entrepreneur potentiel en Afrique d'écrire un business plan qui soit bancable. Donc, ce n'est pas nécessairement une affaire de taux de bancarisation. Avant d'y arriver, il faut qu'il y ait des projets qui soient bancables. Et c'est la raison pour laquelle un de mes projets phares, une de mes initiatives, c'est de créer une plateforme électronique au niveau du site internet du Chief Economist de la Banque mondiale pour l'Afrique, où il y aura des données sur la demande potentielle, des données sur le revenu moyen des ménages dans différentes villes africaines, qui pourront permettre à ces entrepreneurs, à ces jeunes Africains qui voudraient créer leur propre emploi, de rédiger un business plan qui soit bancable. Naturellement, l'aspect du financement vient, il nous fait partie des contraintes, et je pense que là, il faut aussi prendre en compte l'influence des technologies nouvelles dans la réforme du secteur financier. Des pays comme le Kenya, aujourd'hui, avec PESA, ont atteint des taux de pénétration du secteur financier qui sont étonnants. Donc, la combinaison du secteur financier et des technologies de la communication crée un espace énorme. Les pays d'Afrique de l'Est en ont profité beaucoup plus que ceux d'Afrique de l'Ouest. Et je crois que là, c'est un domaine qui peut aider également à résoudre le problème de l'entrepreneuriat. Mais très souvent, il y a un travail en amont qui manque et qui rend de façon artificielle cette contrainte financière beaucoup plus élevée. Aujourd'hui, il y a un manque criard des données statistiques en Afrique, notamment en Côte d'Ivoire. Quel est selon vous l'impact de ce manque de données qui empêche parfois des programmes de développement dans ces pays africains et qui impactent effectivement les économies africaines? Quelles sont les solutions que vous proposez? Le manque de données statistiques, la disponibilité même des données statistiques élémentaires sur certaines questions, ou la mauvaise qualité des données est un problème extrêmement important. Et je crois qu'il est temps
que l'Afrique prenne ce taureau par les cornes et qu'on résolve ce problème de manque de données ou des données de mauvaise qualité en Afrique. Pourquoi faut-il absolument résoudre ce problème maintenant? Parce que cela a des conséquences énormes. Et l'une des conséquences, c'est en fait de désinformer les autorités de politique économique. Vous savez, si vous faites une analyse économique sur la base des données statistiques fausses, les conclusions ne peuvent pas être justes. Donc, nous sommes en Afrique dans une situation où nous avons des économistes qui, de bonne foi, utilisent des données qui sont existantes pour faire des recommandations aux autorités de politique économique, alors que ces données ne sont pas fiables. Ça, c'est un problème extrêmement sérieux et nous devons le résoudre. Les gouvernements africains, à mon avis, doivent prendre la statistique comme étant un input essentiel à la formulation de leur politique et investir pour que l'on génère de façon interne des données de qualité et que l'on puisse permettre aux instituts de statistiques et qu'on puisse permettre aux institutions qui collectent ces données de le faire de façon indépendante et transparente.